Dites-moi, Monsieur Poncin, justement pour répondre notamment à Michel et puis à sûrement plein d'autres personnes qui se la posent aussi, comment vous, à l'université, vous avez accompagné ce changement-là? Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, donc bonjour à nouveau à tous et à toutes. Euh, D'ailleurs, ça a été déjà souligné, je suivais un peu dans le chat les questions. Tout à l'heure, on parlait des freins du formateur également. Euh, je voudrais déjà expliquer un peu ma posture. Des fois, je dis en rigolant, j'aime bien le e-learning parce que je ne l'aime pas, parce qu'on a l'impression que le e-learning parfois réinvente plein de choses. Alors bien sûr, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec plein de choses qui ont été dites, mais pas pour ne pas être d'accord sur certains points ou de manière idéologique. C'est simplement de dire, on a l'impression qu'il y a plus de modération dans la manière d'aborder le e-learning par rapport au présentiel. Et ce qu'on a essayé de développer, donc au tout départ, quand on a lancé notre propre équipement et notre propre plan de recherche et développement maintenant il y a 5 ans en matière de nouveaux modèles de formation, donc d'enseignement à distance. On a voulu travailler sur 3 axes, mais pourquoi? Parce qu'au tout départ, on a fait des groupes de travail avec des formateurs, pour être tout à fait pragmatique avec certains, en disant, voilà, si demain on vous dit vous avez un cours, maintenant vous allez passer complètement à distance, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous fait peur, Alors effectivement, aujourd'hui, il y a plein de peurs et plein d'inquiétudes, même si ça commence à être répandu. Aujourd'hui, il y a peut-être 25% des formateurs avec qui on travaille en enseignement à distance, mais pour une grosse partie, ce qui reste effectivement comme appréhension, c'est de dire c'est compliqué techniquement, c'est compliqué pédagogiquement, je ne sais pas comment faire, et va falloir que je me débrouille tout seul. Et vous voyez que rien qu'en prenant ça, on retrouve un certain nombre de questions. Donc d'une part, là, notre premier souci, c'était de dire comment on accompagne les formateurs, et on est parti d'un postulat bien particulier, c'est de dire on va toujours repartir du présentiel, parce que c'est vraiment ce qui parle aux formateurs. Et le postulat le plus complexe qu'on a voulu prendre, c'est de dire, vous imaginez tous quelqu'un qui fait son cours magistral à l'université, même si en formation continue, ça n'est pas tout à fait le cas. Mais en tout cas, la particularité qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de formateurs qui sont spécialistes d'une question en particulier, que ce soit en droit, en médecine, en pédagogie aussi, enfin dans plein de domaines, dans le sport, on a vraiment des domaines d'application très divers. Et c'est de dire aujourd'hui, voilà, ce que je disais à ma chargée de mission, qui aujourd'hui, elle est chargée euh, d'accompagner les formateurs pour les aider à passer leurs cours à distance. Au début, elle avait un peu de mal à me croire. Je lui dis, mais ce qu'il faut faire, c'est imaginer que vous avez quelqu'un qui, et la plupart des formateurs, viennent avec leur paquet de docs sous le bras, ils parlent pendant 2 heures, ils repartent, et maintenant vous leur dites maintenant la même chose que vous venez de raconter pendant 2 heures, vous allez le passer à distance. Et je lui dis, il faut un autre postulat qu'il faut prendre, c'est qu'il faut considérer que cette personne n'a eu aucune réflexion pédagogique. Alors ça, c'est un peu dur. Il y en a que ça énerve un petit peu gentiment de dire qu'ils n'ont pas eu de réflexion pédagogique. Ce que je veux dire par là, c'est que on a l'impression aujourd'hui qu'on repense complètement la pédagogie ou que l'enseignement à distance réinvente complètement la pédagogie. Excusez-moi de prendre ce terme. Tout à l'heure, on disait l'étudiant est central en enseignement à distance. En quoi l'étudiant n'a jamais été central aussi en présentiel. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on insiste. Alors bien sûr, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec la manière dont c'est dit, mais d'accord avec le fait que aujourd'hui, si on devait se mettre dans une posture de présentiel, c'est-à-dire ce que je disais à ma chargée de mission en disant, considérez qu'il n'a pas eu de réflexion pédagogique, c'est-à-dire que si vous dites à quelqu'un qui vient faire un cours, si on demandait aujourd'hui à tous nos intervenants qui, pour aujourd'hui, pour 90% des cours, se font encore en présentiel, comme globalement sur le marché de la formation continue. Si on demandait à chaque intervenant, je veux une fiche de séquence de votre journée ou de votre demi-journée de formation, ils ne sont bien souvent pas capables. Alors, ce qu'on appelle une fiche de séquence, c'est quand on veut être rigoureux pédagogiquement en enseignement présentiel, en disant voilà, de 9 heures à 10 heures, je vais parler de ça et je vais faire un exposé. De 10 heures à 10 heures, de 10 heures à 11 heures, pardon,
je vais distribuer un document et les gens vont prendre connaissance de ce document. De 11 heures à midi, ils vont travailler en groupe pour préparer une discussion et éventuellement faire un exposé par trois ou quatre. Et puis de 14 heures à 15 heures, etc., etc. Vous voyez que je suis déjà, normalement, il y a des profs qui font ça de manière intuitive. Et bien sûr, ils ont celui qui vient parler pendant 2 heures sur un sujet sur lequel il est pointu. Bien sûr qu'il est souvent effectivement très pédagogue parce qu'il est en direct, parce qu'il est passionné, parce que et encore, on peut aussi se dire parfois que tout le monde n'est pas forcément hyper pédagogue dans l'interaction avec les étudiants. Mais en tout cas, il a une pensée structurée, mais il n'a pas forcément une analyse pédagogique de son exposé ou de son cours magistral qu'il va faire. Et donc souvent, la référence, c'est quand même le cours magistral, et c'est quand même beaucoup plus facile souvent, même pour des intervenants externes ou des professionnels, de venir faire un cours magistral, bien sûr qu'ils ont préparé, ils ont dit premièrement, je vais parler de ça, deuxièmement, mais ils n'ont pas de réflexion pédagogique au sens de quelle modalité pédagogique je vais mettre en œuvre. Et ça, on voit bien qu'aujourd'hui, en fait, finalement, l'enseignement à distance est beaucoup plus exigeant parce que effectivement l'attention n'est pas la même. Enfin, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur la manière de construire un cours d'enseignement à distance. Mais donc, on prend aujourd'hui un enseignant chez nous ou un intervenant externe en disant voilà, premièrement, vous avez un cours, vous êtes intervenu pendant une journée, qu'est-ce que vous allez raconter? On leur fait déjà faire refaire pratiquement parfois le sommaire du cours. Et puis petit à petit, comme ça, voilà, qu'est-ce qui est du temps de cours magistral, qu'est-ce qui est du temps plus interactif, etc. Qu'est-ce qui est du temps de travail en groupe, etc. Ou qu'est-ce qui peut être mis en travail en groupe. Et vous voyez que petit à petit, en repartant du présentiel, donc si on les prend par là, pourquoi je dis ça, pourquoi c'est important? Parce que s'il y a d'autres écoles aussi que l'on a testées ou qu'on a eu l'occasion d'observer, c'est qu'on on donne quelqu'un, un spécialiste du e-learning qui dit, bon voilà, confiez-moi-le et je vais lui apprendre à scénariser son cours. Alors là, dès qu'on parle de scénarisation et puis de tout un tas de gros mots, c'est pas en opposition à ce qui a été dit, mais il y a cette crainte, tous les gros mots qu'on a pu utiliser aujourd'hui, et je dis ça de manière, bien sûr, vous ne voyez pas mon langage verbal par rapport à ça, donc je souris en même temps, mais tous les gros mots du e-learning aujourd'hui, tous les concepts que l'on étale, effectivement, c'est aussi tout ça qui fait la peur du formateur. Et donc le formateur, effectivement, il a besoin d'être accompagné. Alors d'autant plus que nous sommes dans un cas particulier, c'est que les formateurs qui viennent, même si ce sont des enseignants-chercheurs, quand ils viennent en formation continue, ils viennent sur du temps supplémentaire, ils viennent sur de l'investissement supplémentaire. Donc ils n'ont pas forcément le temps de passer effectivement du temps supplémentaire à refaire leurs cours. Mais donc là, il faut qu'on les accompagne. Donc ça, c'est vraiment une fonction importante. Et aujourd'hui, il faut les aider vraiment à remettre leurs cours en place. Alors, il y a trois autres points qui me semblent importants. Alors, ma posture est un peu particulière. C'est qu'à la fois, comme on pourrait dire, je mets les mains dans le cambouis parce que moi-même, je donne des cours sur certains sujets en formation continue et j'ai des cours qui étaient avant en présentiel que j'ai passés en distanciel. Donc, à la fois, j'ai une posture d'enseignant qui a dû se coltiner le passage de cours présentiel à distanciel. Puis en même temps, il faut bien tenter de montrer l'exemple à partir du moment où on essaye de faire passer le message de dire il faut intégrer une partie d'enseignement à distance. En même temps, j'ai la posture de producteur, c'est-à-dire que nous sommes équipés aujourd'hui pour faire de la production de ressources, faire de la production de ressources sous plein de formes différentes, et je vais y revenir. Et à la fois, la fonction de distributeur. Alors pourquoi je parle de ces trois éléments-là? Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est complexe aussi, et je dis bien complexe, dans l'enseignement à distance, c'est que euh, ça, il y a trois dimensions qui se mêlent. Il y a la dimension de la technologie, et effectivement, quand un enseignant est concentré sur la pédagogie, il n'est pas nécessairement un adepte de la technologie. Il y a des gens qui vont entrer dans l'enseignement à distance uniquement par la pédagogie et moins par la technologie, et puis d'autres qui vont rentrer, d'autres structures, qui vont rentrer dans l'enseignement à distance par l'économie. L'économie au sens de dire, ah ben tiens, ça va être moins cher ou ça va rapporter plus. Vous voyez que dans l'enseignement à distance aujourd'hui, on trouve plein de schémas différents. Et je pense que ce qui fait un peu notre force et notre expérience, et c'est en ça où aujourd'hui on essaye de bien mêler tout ça, c'est à la fois de conseiller, d'expliquer techniquement et d'adapter les outils, puisqu'on a notre propre plateforme d'enseignement à distance,
notre propre cellule audiovisuelle pour produire des ressources. Et aujourd'hui, de dire aujourd'hui, voilà, il y a tout un tas d'outils pour gérer ce qu'on disait, le travail en groupe systématique, le tutorat systématique, ça c'est important, de mixer toutes les modalités pédagogiques, que ce soit des cours audio, des cours Word, que ce soit des cours vidéo, des cours vidéo mixés avec du PowerPoint. Enfin, il y a plein de modalités différentes, par exemple pour du cours asynchrone. Et systématiquement, on essaye de mettre une partie de cours synchrone dans une journée pédagogique. Si je prends une journée pédagogique complète, et dans ce cours synchrone, effectivement, il y a la partie tutorat. Donc, varier les modalités pédagogiques, faire du travail en groupe systématique, mixer du synchrone et de l'asynchrone et mettre du tutorat systématique, ça, ce sont vraiment des points importants pour avoir, on a parlé d'efficience. Aujourd'hui, notre souci, c'est d'apporter la même efficience en enseignement à distance qu'en enseignement en présence. Et souvent, effectivement, on a l'impression de réinventer un certain nombre de choses en enseignement à distance, alors que finalement, il vaudrait mieux revenir de manière pragmatique en disant, mais est-ce que vous feriez ça? On a l'impression que l'enseignement à distance explose tous les paradigmes, toutes les solutions, et aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ben, on ne peut pas maîtriser le temps en enseignement à distance. Ben, ok, est-ce que vous feriez ça en enseignement présentiel, par exemple? J'ai entendu des gens qui étaient experts et qui disaient, ben voilà, sous prétexte qu'il y a du temps synchrone et du temps asynchrone, on ne peut pas maîtriser le temps que va prendre une formation à distance. Alors là, il y a autre chose qui vient se mêler, c'est que moi je parle aussi dans un contexte de formation continue et que nous sommes dans un contexte contractuel et dans un contexte législatif. Voilà. Et là, je rebondis un peu sur ce qu'on disait par rapport au MOOC, etc. Et aujourd'hui, qu'est-ce que achète, puisque nous, on vend de la formation. C'est pas pour avoir que l'aspect économique. Hein, et quand je dis ça, ça n'est pas effectivement exempt de tout raisonnement pédagogique. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui suit une formation à distance, il n'achète pas que de la ressource. Sinon, s'il achetait que de la ressource, il va voir les MOOC, il va sur YouTube. S'il se dit, tiens, je voudrais savoir comment on anime une séquence pédagogique, il va sur YouTube ou sur Google, il tape comment animer une séquence pédagogique, il va trouver pléthore d'informations. Ce qu'il achète avant tout, effectivement, ou sur un autre sujet, même un sujet plus technique, c'est avant tout aussi, effectivement, l'accompagnement, l'interaction, le tutorat, les moyens que l'on met en œuvre, et tout ça, c'est traduit à la fois dans l'outil plateforme, c'est-à-dire effectivement de dire il faut animer, tutorer, pister, effectivement. On disait tout à l'heure, il ne faut pas vouloir tout contrôler. Là-dessus, je suis à la fois d'accord et pas tout à fait d'accord. Parce que quand on est dans un contexte de législation, quand on est dans un contexte d'entreprise, même si on a pris l'exemple d'Orange, il y a des exemples parfois, il y a des modes aussi et des entreprises qui aiment bien faire des expériences un peu particulières pour dire. Mais aujourd'hui, une entreprise, et à plus forte raison dans la nouvelle loi qui est actuellement, il va y avoir deux gros comportements d'achat qui seront de plus en plus prégnants. C'est qu'il y a des entreprises qui vont acheter, vous savez que le plan de formation aujourd'hui n'existe plus en tant que tel, en tant que cotisation, mais il existe toujours. Et là, ça va être du vrai investissement pour les entreprises. Et de plus en plus, les entreprises vont acheter de la compétitivité, c'est-à-dire elles vont acheter de la formation utile, nécessaire et suffisante. Quand on disait tout à l'heure, c'est tout seul comme je veux, quand je veux. Je ne suis pas tout à fait d'accord dans le contexte dans lequel je parle aussi. Bien sûr, si c'est quelqu'un, moi, si demain je veux m'affranchir sur le système solaire et que j'ai envie d'apprendre comme je veux, quand je veux, des éléments sur le système solaire ou faire des cours d'astronomie ou de psycho ou de je ne sais quoi, effectivement, qui ne sont pas directement en lien avec mon métier ou qui ne sont pas directement financés par mon employeur ou par mon CPF, effectivement, je suis dans un cadre différent. C'est-à-dire que l'objectif de ce que j'achète et l'objectif pédagogique est différent. Mais quand on est dans un objectif aujourd'hui d'achat de formation, et c'est dans ce contexte-là qu'on construit des ressources pédagogiques, qu'on met à disposition de technologies pour accompagner, qui est très différente, c'est que l'employeur, il va demander à son employé de suivre une formation pour acquérir des compétences et une certaine efficacité par rapport à des compétences qu'il va acquérir. Si quelqu'un achète une semaine sur comment mettre en place de la GPEC, l'employeur il va l'envoyer suivre cette formation à distance ou à présence. C'est pas un problème, ce que je soulève là, c'est pas un problème spécifique distance ou présence, mais c'est un problème qui est spécifique dans les deux cas. Et donc à un moment donné, c'est de se dire l'efficience de formation que l'on va devoir prouver, vendre. C'est-à-dire l'employeur, quand il envoie quelqu'un pendant une semaine sur comment mettre en place de la GPEC, parce qu'il dit dans les 2 mois qui suivent ou dans le mois qui suit, vous allez mettre en place la GPEC et je veux que vous soyez efficace.
Et j'en veux pour preuve aussi qu'aujourd'hui, dans la nouvelle loi sur la formation, qui intègre maintenant la reconnaissance de l'enseignement à distance, on nous demande aussi dans le même temps, vous voyez qu'il y a plein de paramètres qui viennent se confronter, on nous demande en même temps, dans le même sens, de prouver de plus en plus l'efficacité et la qualité de la formation. Et donc, ça prouve bien effectivement ce problème de qualité, efficacité, d'efficience de formation que l'on doit donner. Et si je prends maintenant du côté CPF ou du côté plutôt salarié qui va acheter sa formation, lui, ce qu'il achète bien souvent, et ce qu'on va retrouver dans ce deuxième comportement d'achat, c'est que je vais acheter de la sécurisation de parcours. Et souvent, sécurisation de parcours égale aussi un diplôme. Je vais suivre un diplôme d'université, une licence, un master. Alors après, on pourra revenir sur le fait que tout n'est pas forcément à distance et il peut y avoir, en formation continue, on est bien plus souvent dans du blended learning. Mais aujourd'hui, ce que la personne achète, c'est un encadrement, ce sont des moyens que l'on doit mettre à disposition de ces personnes pour réussir un diplôme. Elle n'achète pas le diplôme, bien entendu, mais elle achète des moyens de formation et des moyens d'accompagnement et des moyens pédagogiques pour réussir un diplôme auquel elle se prépare. Donc on est bien dans un cadre un peu différent qui peut donner des tonalités effectivement un peu différentes ou des variations à tout ce qui a été dit, mais dans lequel, effectivement, c'est pour ça que je dis, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, ça dépend du contexte, mais on a l'impression qu'à un moment donné, effectivement, on fait, je trouve, beaucoup trop de dichotomie aujourd'hui entre le présentiel et le distanciel, alors qu'on est souvent dans un mix, pour des raisons aussi ben voilà, de rencontres. Les 4 points dont parlait tout à l'heure Madame Dillet, sur la manière d'apprendre, etc. Ce sont aussi des choses, effectivement, il n'y a pas fondamentalement, aujourd'hui, la vraie question, et notre souci à nous, c'est comment on accompagne le formateur, mais pour lui dire comment on reconstitue l'efficience que l'on a en présentiel en distanciel. Et par rapport à ça, aujourd'hui, effectivement, ben ça se conditionne par les outils, par les différentes mises en forme pédagogiques, par du synchrone, par de l'asynchrone, par du travail en groupe, du tutorat, etc. Et effectivement, ben, aujourd'hui, là, il faut tenir, former le formateur. Et donc aujourd'hui, toute cette expérience et tout cet accompagnement, et c'est à cette condition-là, aujourd'hui, un formateur, s'il n'est pas aidé, s'il n'est pas accompagné par en tout cas un intervenant ou un vacataire ou un enseignant-chercheur en formation continue, s'il n'est pas aidé, accompagné, il n'a pas besoin de s'embarrasser de toute la technologie. Il a besoin de dire son métier, avant tout, c'est de préparer le cours et d'assurer le tutorat du cours. Voilà, on lui dit, vous, votre métier, ça va être ça. Nous, après, notre problème, c'est de vous dire pédagogiquement ce qui est le mieux adapté, c'est de vous accompagner pédagogiquement sur l'ingénierie pédagogique, pas sur la pédagogie, mais c'est de l'aider aussi par rapport à ça. Euh, et puis après, effectivement, il y a une fonction de coordination qui est vraiment super importante. Donc aujourd'hui, on a 2 fonctions phares dans le service de formation continue, en dehors du fait d'avoir tous les outils pour produire des cours nous-mêmes, et du coup de maîtriser le modèle pédagogique. C'est pas la peine à un moment donné de faire un serious game parce que c'est la mode au serious game, si une vidéo peut être nécessaire et suffisante, ou de faire à un moment donné un audio cours, si par rapport à cette matière, à ce contenu, aujourd'hui, le choix d'une ressource pédagogique ou le choix d'un cours ou de mettre à distance ou à présence, c'est le contenu, la matière, le public, le marché aussi. Effectivement, faire un serious game, c'est très bien, mais ça dépend, effectivement, il faut l'amortir aussi. Il y a un aspect économique qui est aussi important. Et souvent, effectivement, je pense qu'on oublie un peu ces 3 aspects. C'est que la technologie, ça ne doit pas être le problème, ça ne doit pas être la prise de tête du formateur. La pédagogie, ça doit être sa prise de tête et l'aspect sur lequel effectivement on l'accompagne, c'est surtout là, et de lui dire, bah oui, mais finalement, les questions qu'on vous demande de vous poser aujourd'hui, ce sont des questions que naturellement on devrait se poser au départ quand on fait un cours en présentiel. Et après, voilà, c'est la modalité qui change. Et puis le dernier point, effectivement, c'est de dire, ben voilà, mais ok, vous avez envie de faire un serious game, c'est très bien, mais économiquement, c'est pas viable puisqu'on a un souci, nous, en même temps économique. Et puis pour exposer ça, un audio cours peut être largement nécessaire et suffisant. Après, on mettra peut-être une vidéo. Après, on mettra peut-être de la classe virtuelle comme on le fait là, etc., etc. Voilà, mon propos est peut-être assez pêle-mêle, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et j'essaye C'est d'être pour ça. le plus synthétique et le plus complet possible.
Ouais, par rapport à bien, notre vous avez été, expérience actuelle. vous avez été entendu parce que je regardais les commentaires qui vous ont été faits pendant également. Et je crois que beaucoup de gens rejoignent ce que vous dites, notamment. Alors, je, 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 je pense qu'on se comprend bien, Monsieur Poncin, dans le sens où moi, je n'oppose pas le présentiel et le distanciel parce que je fais vraiment du blended learning, hein, pas autre chose. Donc, je les oppose pas. Là, c'est vrai que c'est difficile dans l'espace-temps d'arriver à. Nous, ce qu'on a juste voulu faire sentir, c'est qu'il y avait peut-être effectivement des choses à réinvestir, que non pas qu'elles étaient inexistantes évidemment en formation présentielle, mais qu'elles pouvaient être parfois pour des raisons de facilité et de complexité aussi, parce que le présentiel a aussi des fois ses complexités, peut-être être réinvesti différemment. Et vous l'avez soulevé très très bien, qui est quand même la dimension de revoir la réingénierie. C'est un peu l'occasion, et quelqu'un le disait tout à l'heure dans ses remarques et dans ses questions, c'est aussi peut-être le moment où c'est un peu un prétexte aussi, passer du tout présentiel du blended learning, etc. C'est aussi un moment pour une structure de revoir sa réingénierie pédagogique, en fait, et peut-être de prendre le temps qu'on prend pas toujours, peut-être qu'il ne prenait pas toujours, ou là, de revoir son côté réingénierie pédagogique, en fait, hein, comme vous l'avez très bien stipulé au début Pour, de votre présentation. pour y Ça aller me paraît petit à petit, effectivement important. aujourd'hui, par rapport aux formateurs qui sont les plus frileux, je dirais, ou les plus effrayés au départ par tout ce que ça a l'air de supposer de faire, on leur dit voilà, aujourd'hui, finalement, dites-nous ce que vous racontez aujourd'hui en présentiel. Donc, on se pose de manière très pragmatique et très simple avec eux en disant voilà, racontez-moi un peu ce que vous racontez. Aujourd'hui, vous venez pendant une journée, qu'est-ce que vous racontez? Voilà, et effectivement, ben, il y a des temps où vous discutez avec les candidats. Alors, quand on dit ça, on est déjà en train de parler de pédagogie, mais on fait nous-mêmes œuvre de pédagogie en disant, bon, il y a des temps où vous allez faire un peu du cours magistral. Voilà, où vous allez dire, bah voilà, je vais vous parler de ça, puis après on discutera. Mais quand vous dites ça, vous utilisez déjà deux modalités pédagogiques. Donc en disant, voilà, aujourd'hui finalement, sur votre journée, bah, il y a peut-être que 2 heures aujourd'hui qui sont du cours magistral. Et vous voyez bien que finalement, je sais qu'il y a des gens plus rigoureux dans l'enseignement à distance, qui sont peut-être pas forcément d'accord avec mon propos, mais de dire finalement aujourd'hui, voilà, vous avez des temps où vous arrivez le matin et vous parlez pendant 1 heure, voilà, de choses, et puis vous dites après on va échanger, on va faire un autre truc, on va lire des documents, voilà. Donc finalement cette heure, qui vous regarde en 3D en direct ou qui vous regarde sur une vidéo, finalement, indépendamment du fait que c'est pas forcément 1 heure de vidéo, ça, c'est pour les raisons pédagogiques. Mais c'est juste pour dire, voilà, ça, c'est déjà une partie finalement. Ça, vous voyez, ça, finalement, simplement, vous pouvez le passer à distance. Alors après, on va faire des séquences de 20 minutes, d'un quart d'heure, etc., de différents montages, ou en audio court, ou en vidéo. Voilà. Puis on va leur dire, ben, on va déjà faire ça. Et puis petit à petit, on grignote. Et puis en même temps, je pense il faut se dire aussi que tout ne peut pas être mis à distance. Non, non, Voilà. Je prends souvent l'exemple, simplement, si je fais un cours de chimie, ben, il y a un moment donné, effectivement, il y a tout l'apport. On a souvent aussi des formations très techniques et très pointues, où effectivement, c'est plutôt la partie d'apport théorique qui est en enseignement à distance. Puis à un moment donné, il faut bien être dans un labo avec des éprouvettes. Hein, où il y a un moment donné, faut bien être face à un sketch, face à un client. Alors même si on pourrait aussi le faire en classe virtuelle, mais voilà, il y a un moment donné où faire un exposé de cours. Alors si on apprend à faire un cours à distance, ben, effectivement on peut le faire à distance. Mais à un moment donné, si je dois effectivement faire un cours pédagogique, ben, il faut effectivement que je sois peut-être en direct à ce moment-là. Mais si je fais de la chimie, ben, il y a un moment donné, faut bien être dans un labo et puis faire des expériences. Alors, on n'a pas encore réussi à faire des serious games pour reconstituer toutes les manips d'un labo de chimie. Et puis, ça serait super cher par rapport à ce qu'on fait. Donc voilà, en c'est même temps, il clair. ne faut pas non plus. Il y a des gens qui disent, bah oui, mais voilà, faudrait, comme si d'un seul coup, il fallait passer tout à distance. Non, non, Il y a des grandes modes et des grandes chapelles comme ça. C'est pas du tout ce que vous avez dit, hein, mais c'est juste par rapport à ce qu'on a pu observer. Ou des gens qui disent, bah oui, de toute façon, moi, je vais faire que de l'audio court et puis après, je ferai du tutorat par téléphone. On a vu ça aussi. Voilà, enfin, on voit vraiment de tout dans le e-learning actuellement. Et donc, en tout cas, c'est vrai qu'il
Il y a besoin de se reposer de manière un peu pragmatique, simpliste, non pas, enfin simpliste, en tout cas pragmatique et en partant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le message qui parvient avec les gens que l'on accompagne, c'est-à-dire avec qui on est, venez, on se pose à mon bureau et on discute, c'est vraiment de dire, on repart du présentiel et on repart au distanciel. Et comment vous feriez en présentiel? Et maintenant, voilà ce qui peut être passé en distance. Tout à fait. Je crois Et d'ailleurs il y que a juste dans... une Pardon, excusez-moi, monsieur Boursin, oui. parce que Je j'ai t'en vu prie. quelqu'un disait les deux fonctions phares dans votre équipe. La première fonction phare, c'est la chargée de mission d'enseignement à distance qui est là pour effectivement épauler, accompagner les enseignants, en tout cas nos intervenants. Aujourd'hui, en formation continue, hein, il y a un tiers qui sont des enseignants-chercheurs de l'université et deux tiers sont des professionnels. Donc on accompagne des gens très, très différents. Il y en a qui sont peut-être même dans le webinar et qui peuvent être en position de formateur peut-être chez nous ou à d'autres endroits. Donc ça s'adresse à tout le monde, c'est pas un problème d'enseignant-chercheur. Et aujourd'hui, voilà, c'est de dire on va vous aider à passer une partie de votre cours à distance ou tout à distance si c'est une matière qui s'y prête. Et puis l'autre fonction, effectivement, c'est la coordination, c'est-à-dire c'est la personne effectivement qui va vraiment faire l'intermédiaire entre le formateur et les étudiants, qui est la tour de contrôle, la régulation au moment de la mise en œuvre de la formation.